Bonjour à tous, je suis Rose-Hélène Miel, de la société, OneGest et de l'agence immobilière OneGest. J'ai le plaisir d'animer avec vous pendant une petite heure, un webinaire qui concerne la gestion locative, la solution pour les Français résidant à l'étranger. Donc en fait, j'interviens en partenariat avec, l'UFE, Monde, pour vous permettre de mieux comprendre la gestion locative et puis de poser vos questions dans le chat. Alors rassurez-vous, pour peu que je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, vous recevrez en replay mon intervention et on me fera parvenir l'intégralité de vos questions. Donc pour ceux qui n'ont pas eu leur réponse ce soir, je me permettrai de revenir vers vous individuellement puisqu'on me donnera également votre contact. Voilà, merci à vous. Du coup, je vais commencer par vous présenter qui je suis déjà, tout simplement. Hop, je ne me mets pas au bon endroit, ça risque pas. Alors, qui suis-je? J'ai un parcours professionnel assez simple. J'ai fait une école en immobilier que l'on peut appeler ESPI. Elle existe encore, hein. Ils étaient avant dans le 15e et maintenant ils sont dans le 92. Donc c'est une école spécialisée en immobilier et qui forme les gens qui sont dans la promotion, en tant que syndic d'immeuble, en tant qu'asset manager. Enfin, il y a de multiples branches dans l'immobilier. J'ai été gestionnaire locatif pendant presque 10 ans dans une première structure à Paris 8e. Et après, j'ai continué la gestion locative, mais en étant un peu plus spécialisée en immobilier d'entreprise et commercial. Et après, j'ai fini en tant que juriste beaux commerciaux et contentieux locatifs, toujours en immobilier d'entreprise et commercial. J'ai monté l'agence fin septembre 2022 pour me spécialiser en gestion locative. Donc, nous faisons à la fois du résidentiel et des locaux professionnels. Qu'allons-nous voir ensemble là pour la petite heure qui nous est offerte? Comment trouver le bon locataire et éviter les déconvenus en matière d'impayés et de dégradation immobilière? Quel type de contrat choisir en fonction de sa situation? Ou j'aurais pu mettre en fonction de la durée de votre mission? Comment gagner du temps avec un unique interlocuteur privilégié? Ça, c'est le bonus d'avoir un gestionnaire parce qu'il peut suivre quasiment tout vous concernant dans le cadre de la location pour vous. Et après, comment rester informé de la situation locative et également anticiper la déclaration des revenus fonciers. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais faire un petit point parce qu'il y a une confusion entre gestionnaire locatif et syndic d'immeuble. Il faut savoir que lorsqu'on est propriétaire d'un appartement et que du coup cet appartement dépend d'un immeuble, d'un ensemble immobilier, du coup il y a d'autres propriétaires dans le même immeuble et donc on parle de copropriétaire et le syndic, son rôle à lui, c'est d'animer cette copropriété. Donc c'est d'animer l'assemblée générale des copropriétaires et de prendre des décisions mais qui vont concerner le collectif, qui vont concerner l'ensemble des propriétaires. Du coup, il y a des assemblées et lors de ces assemblées, suivant l'ordre du jour, on prend des décisions ensemble pour l'entretien de l'immeuble, la mise en place des contrats, le suivi, les interventions et le reste. En tout cas, le syndic d'immeuble, retenez bien, il intervient sur des parties communes et tout ce qui est commun en termes d'immeubles, d'entretien, d'assurance et autres. Donc, il concerne l'ensemble des propriétaires, des copropriétaires. Alors que le gestionnaire locatif, lui, il va intervenir uniquement pour la partie privative, donc c'est-à-dire à l'intérieur de l'appartement, s'il y a un sinistre dégâts des eaux, s'il y a un problème avec le locataire, s'il y a une intervention à faire, mais à l'intérieur du logement. Si le gestionnaire intervient pour un immeuble, il interviendra pour un immeuble en entier parce qu'il y a un unique propriétaire qui a l'intégralité de l'immeuble. Mais en tout cas, le gestionnaire locatif n'est pas syndic d'immeuble. Il arrive parfois que des agences immobilières fassent les deux métiers, puisque ce sont deux métiers distincts, et donc ils sont à la fois syndics de l'immeuble et ils peuvent ponctuellement gérer individuellement à la demande d'un copropriétaire l'appartement également. Nous, on a fait le choix, ou du moins le postulat au niveau de l'agence, d'être uniquement gestionnaire locatif, donc on n'intervient pas en tant que syndic.
On ne convoque pas d'assemblée, on ne réunit pas les copropriétaires, on ne vote pas des décisions pour intervenir sur l'entretien, le ravalement ou des choses comme ça au niveau des immeubles. On intervient individuellement pour chaque copropriétaire et pour sa relation avec son locataire. Comment trouver justement un bon locataire? Du moins, comment on définit ce qu'est un bon locataire? Ce qui importe quand on est propriétaire d'un logement ou d'une habitation, ça peut être une maison, c'est que le locataire soit un peu respectueux des règles de vie, dans, sa propriété, qu'il en prenne soin et qu'il paye ses loyers en temps et en heure. Le bon locataire, c'est celui qui est solvable, bien entendu, donc il respecte le paiement de ses échéances et il évite d'avoir des difficultés de paiement ou du moins s'il est confronté à certaines difficultés, il vous en avertit au préalable. Ça arrive des fois que l'employeur ait un décalage de paiement ou ça arrive des fois qu'on ait malheureusement un hacking au niveau de sa banque et que du coup on soit dans des moments, difficiles ou qu'on ait perdu son emploi. Mais en tout cas, l'important c'est d'avertir au préalable son propriétaire pour voir quelles sont les solutions offertes pour régulariser sa situation. Le bon locataire, c'est également celui qui est respectueux de son logement, donc il évite les dégradations et a fortiori les frais de réparation. C'est quelqu'un qui va respecter votre aménagement, votre mobilier, l'équipement que vous allez mettre à l'intérieur de votre logement, que ce soit, de l'électroménager ou autre. Mais en tout cas, vous allez retrouver, vos effets en bon état ou en état d'usage, en tout cas comme vous l'aviez laissé. Le bon locataire est également celui qui ne crée pas de troubles de jouissance avec le voisinage. Il n'y a pas de nuisance sonore, il n'y a pas de problème de dégâts des eaux non traités, etc. Et c'est également celui qui fournit des garanties. En dehors du fait d'être solvable et donc de pouvoir respecter les échéances de ses loyers, c'est celui qui a même de fournir des garanties, soit des garants personnes physiques, donc ça peut être un membre de sa famille qui se porte garant pour lui du bon paiement des loyers et charges, ou sinon, il est éligible à la garantie visale qui est, on le verra par la suite, une garantie mise en place par l'État qui permet également d'intervenir en cas d'impayé. Ou sinon, il est éligible à l'assurance GLI, donc la garantie loyer impayé. Donc ça a un certain coût pour le propriétaire, mais c'est le coût de la tranquillité d'esprit. Au niveau de la commercialisation, ou du moins la location d'actifs immobiliers, le but du jeu pour trouver le bon locataire, c'est de passer l'annonce immobilière, bien sûr sur l'ensemble des plateformes existantes, donc Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici, enfin toutes les plateformes. Ça se passe naturellement en ayant un petit descriptif du logement, donc l'immeuble dans lequel ça se situe, l'étage, l'exposition, le nombre de pièces, la surface, les équipements, s'il y a un porte-serviette ou autre. On met des photos et puis on poste également le diagnostic performance énergétique pour savoir dans quelle catégorie se situe le bien. On étudie le dossier du locataire ou le dossier du candidat à la location plus précisément et on vérifie sa solvabilité. Alors comment on vérifie la solvabilité d'un locataire? Sachez qu'on demande les bulletins de paie, mais également l'avis d'imposition. On a une petite fiche de renseignement que doit remplir le locataire. Les documents qu'on demande au candidat à la location, ce sont quasiment les mêmes qu'on va demander à son garant, personne physique. Donc, ce sont des justificatifs non seulement sur le lieu de résidence, mais également sur les conditions de ressources, sur l'avis d'imposition en plus des bulletins de paie, mais aussi l'attestation de l'employeur. Il faut qu'elle ait une durée de validité assez proche de la date de signature du contrat pour nous permettre de vérifier l'ensemble des éléments fournis et qu'il y ait une cohérence entre les revenus annoncés et effectivement les justificatifs fournis. De plus en plus, il y a des dossiers ou des dossiers faux, j'allais dire, ou des documents faux ou des montages et donc on a un lien, nous, en tant qu'agence immobilière, on a un lien avec le service des impôts qui nous permet de rentrer le numéro, fiscal de l'avis et de rentrer le nom du locataire pour vérifier si effectivement les ressources annoncées sont réelles, j'allais dire, par rapport à ce qu'il a annoncé.
Pour une location sécurisée, nous faisons attention, je disais, au dossier qui soit ça soit pas un montage fictif. On vérifie la solvabilité, on vérifie le ratio entre le loyer annoncé et les ressources en face. On vérifie que le dossier soit complet également, qu'il fournisse des justificatifs, de bon paiement, donc des quittances de loyer ou une attestation d'hébergement. On demande les garanties nécessaires. Bien sûr, on rédige le bail et on passe par un prestataire pour effectuer l'état des lieux d'entrée. Il faut savoir que l'état des lieux d'entrée, c'est un constat de l'état du logement à un moment donné. On liste s'il y a des menus réparations à effectuer entre-temps et ça permet de faire un suivi régulier avec le locataire si, à l'issue de son entrée, il y a des problèmes de chauffage ou des problèmes de petites fuites d'eau ou autre chose, des petites interventions pour qu'il soit bien installé. Il faut savoir que le candidat à l'allocation peut prétendre ou peut percevoir des aides au logement, toujours s'il est éligible. Il y a un site de la CAF qui permet de faire une simulation et donc ça permet au locataire, en plus, de ses justificatifs de ressources, de justifier qu'il va pouvoir percevoir les allocations. On appelle ça les APL, donc les aides au logement. Vous avez, vous, en tant que propriétaire, 2 possibilités. Alors, il y a une attestation de loyer à renseigner, mais en tout cas, ça permet d'indiquer à la CAF si vous souhaitez percevoir directement l'aide au logement. Du coup, votre locataire en place devra payer que le différentiel, ou si le locataire perçoit directement la CAF et vous paye l'intégralité des loyers. En tout cas, si vous choisissez l'option où, le locataire, perçoit directement, il faudra renseigner de toute façon, chaque année au mois de juillet, le montant du loyer puisqu'il y a certainement une indexation pour que l'aide au logement soit actualisée. Donc ça ressemble à ça l'attestation de loyer où l'on renseigne, pour le locataire, hein, on met les renseignements habituels de l'agence, s'il occupe seul ou pas le logement, la surface, le nombre de pièces, s'il est à jour de ses paiements. C'est important pour la CAF aussi parce que le locataire qui en a impayé, la CAF suspend l'aide au logement. On met si le logement est décent et puis, on confirme si on veut percevoir directement ou pas. Donc je vous ai dit, chaque année au mois de juillet, il y a une actualisation, il y a toujours la même attestation de loyer, auprès de la CAF pour augmenter l'aide au logement si nécessaire. Il faut vous dire qu'on envoie un mail chez nous de bienvenue au locataire, le nouveau candidat à la location, un mail tout à fait simple, hein. On lui reprend le décompte des sommes qui sont dues lors de son entrée dans les lieux. On envoie le bail de location en signature électronique. On lui envoie le RIB de l'agence pour procéder, au paiement et surtout, pour éviter les situations d'impayés, on lui propose de mettre en place un prélèvement SEPA. Donc le locataire doit envoyer son RIB s'il le souhaite et on lui propose entre le 1er ou le 5 du mois de mettre en place un prélèvement SEPA. Une fois que le mandat a été émis, on lui renvoie pour signature et nous, on peut lancer les prélèvements tous les mois. Pour limiter les impayés, le SEPA est systématiquement proposé aux nouveaux locataires entrants. Après, c'est au bon vouloir du locataire. On a encore des locataires qui payent par chèque. On en a d'autres qui préfèrent le virement permanent et puis certains adhèrent au prélèvement SEPA. Alors nous, à l'agence, on fait très attention quand il s'agit de refacturer des ordures ménagères ou de refacturer des travaux locatifs ou quand il y a une refacturation exceptionnelle de travaux ou autres, ben, on prévient le locataire en lui disant: «On a l'habitude de prélever tel montant de loyer. Est-ce que exceptionnellement vous êtes d'accord pour qu'on prélève l'intégralité des sommes dues ou est-ce que vous souhaitez qu'on fractionne, par exemple, le paiement des charges à devoir?» Et nous, on respecte l'échéancier que propose le locataire pour éviter qu'il soit en situation d'impayé ou en difficulté auprès de sa banque. Pourquoi confier son bien à la gestion locative? La gestion locative permet de déléguer la recherche des locataires, de rédiger le contrat de location, du moins celui qui est le mieux adapté à sa situation ou à son logement, s'il est meublé ou pas. Si on veut un bail de courte durée, ben, un bail mobilité, et cetera. La délégation va jusqu'à l'état des lieux d'entrée, a fortiori l'état des lieux de sortie,
l'émission de décompte liquidatif lorsqu'il faudra, faire un décompte pour rembourser le dépôt de garantie au locataire. La gestion des urgences, parce que quand on a un nouveau locataire entrant, bah, souvent il y a des problèmes de reproduction de clés, il y a des problèmes de chauffage, il y a des petites fuites d'eau et cetera. Ça permet aussi de percevoir son loyer en temps et en heure, c'est-à-dire que nous, les encaissements, une fois que c'est fait et que le compte bancaire de l'agence est crédité, nous reversons le jour même ou le lendemain au propriétaire. Il n'y a pas de délai de reversement au niveau des loyers et puis ça permet aussi d'assurer un suivi en matière d'impayés. Les relances sont générées automatiquement, c'est-à-dire qu'on fait 2 fois les relances dans le mois, le 8 parce qu'on tolère que le locataire paye, soit le 1er ou soit le 5 du mois, mais arrivé au 8, il est relancé par, mail dans un premier temps et quelquefois par voie téléphonique quand on connaît un peu plus, les locataires, indélicats, on va dire ça comme ça et après on refait une relance, le 16 du mois pour s'assurer qu'en fin de mois, il soit bien à jour de ses loyers. On a parlé de différentes garanties tout à l'heure. Sachez qu'on peut proposer une garantie, de personne physique, donc un membre de sa famille. Le garant, il est associé à la signature du bail. Ça veut dire que quand on va lancer la signature électronique, le garant devra également signer le bail et il devra également signer un acte de cautionnement sur lequel il reprendra la mention comme quoi il s'engage, en cas de difficulté ou de manquement du locataire, de payer à sa place les loyers, les charges, les accessoires, hein, tout ce qui est réparation locative, impôts, taxes et autres. Il faut savoir que le montant du cautionnement est égal au montant annuel du loyer multiplié par 3 si c'est un bail de 3 ans ou multiplié juste par 1 année s'il, loue un bail meublé d'1 an ou si c'est un bail, mobilité professionnelle de 4 mois ou de 6 mois, bah, du coup, le cautionnement va couvrir juste les 4 mois ou les 6 mois de location. Donc, je vous ai mis la mention que remplit le garant personne physique. Je sous-signais: «Je m'engage en qualité de caution à payer au bailleur ce que lui doit le locataire en cas de défaillance. Je renonce au bénéfice de discussion et de division». Alors, qu'est-ce qu'on entend par bénéfice de discussion, de division? Ça veut dire que je ne peux pas discuter la somme à 2 voix et je ne peux pas demander à ce qu'elle soit répartie. Je reconnais que je ne pourrais pas exiger au bailleur qu'il poursuive d'abord le locataire ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions et puis la caution reproduit, cette mention pour qu'elle prenne bien conscience, de l'importance d'un acte de cautionnement, en fait. Comme autre garantie au niveau de la location, on peut avoir la garantie Visale. Donc je vous ai dit que c'était une garantie mise en place par l'État. Alors il faut savoir que cette garantie est gratuite, pour les propriétaires. On peut l'actionner seulement si le locataire y est éligible et lorsqu'on va signer le contrat de location, il va falloir l'actionner et le contrat de cautionnement est une annexe du bail. Donc dès lors qu'on a le numéro que vous voyez là de Visa, ben, on peut le saisir sur la plateforme, de Visal. Ça émet l'acte de cautionnement qui sera annexé au contrat pour que ça puisse couvrir en cas d'impayé. Donc, je vous ai mis des renseignements, sur la garantie Visal, mais qui est présent également sur leur site. Vous pourrez ouvrir un compte en tant que bailleur. Nous, au niveau de l'agence, on a également un compte auprès des garanties Visal, mais qui rassemble tous les contrats de location que nous avons et qui sont garantis, sous Visal, en fait. Ça permet de faire un suivi complet et d'actualiser le montant des loyers, pareil et puis, de signaler, s'il y a un problème d'impayé assez rapidement. Donc je vous ai mis un complément d'information. C'est très simple, en termes d'activation. Je vous ai dit qu'il faut le numéro de visa et puis en cas d'impayé, une procédure doit être, renseignée pour qu'eux, ils puissent agir, assez rapidement et recouvrer les sommes dues. Il faut savoir que certains locataires peuvent être éligibles également à l'assurance GLI, donc l'assurance, garantie loyer impayé. Ceci a un coût, par contre, pour le propriétaire, contrairement à la garantie Visal. Alors le coût, c'est 2,5 TTC, chez nous au niveau de l'agence. Ce coût-là est perçu sur l'ensemble des loyers et charges. Donc c'est plus lié à de la facturation. Dès lors que l'on a quittancé ou facturé certaines sommes aux locataires, ben, l'assurance GLI prend 2,5 TTC.
Les dossiers, quand on les soumet, par exemple un dossier de candidat à l'allocation, sont étudiés assez rapidement. Donc c'est en moins de 48 heures, on a, l'accord ou l'agrément de l'assureur GLI en disant qu'ils sont éligibles à ce type d'assurance et il faut savoir que ce coût de 2,5 TTC couvre les dégradations immobilières à hauteur de 10 000 € et a fortiori les impayés, sachant qu'il n'y a pas de franchise. Ça veut dire que dès le premier euro, vous êtes pris en charge et même les frais de contentieux, c'est-à-dire huissier et avocat, sont pris en charge par l'assurance. En général, lorsqu'on a un nouveau client chez nous, on lui donne une fiche d'information qui détaille, la couverture prise en charge par ce type, d'assureur. Donc vous voyez, il y a les loyers et charges, les détériorations immobilières qui sont pris en charge, les frais contentieux, le départ prématuré du locataire et puis également une protection juridique qui sont intégrées, dans l'ensemble des garanties proposées par notre partenaire. Quel type de contrat de location choisir en fonction de sa situation? Alors je dis bien sa situation et non en fonction de son bien, parce que vous avez le choix entre louer meublé ou louer non meublé, mais ce qui importe, c'est combien de temps vous partez à l'étranger ou du moins si votre mission à l'étranger se prolonge. Je vous ai fait un petit tableau synthétique pour vous dire que vous avez le choix entre un bail classique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un bail classique? C'est une location nue, soumise à la loi du 6 juillet 89 et dont la durée est de 3 ans, reconductible tous les 3 ans. On va dire ça comme ça. La cible, ce sont les locataires qui recherchent une résidence à usage principal et c'est plus sécuritaire pour le propriétaire parce que c'est sur du long terme. Si par contre, vous ne savez pas si votre mission à l'étranger va être reconduite ou se prolonger dans le temps et que vous pensez revenir rapidement et donc récupérer votre bien, bah, du coup, l'idéal, c'est plutôt un meublé ou un bail mobilité. La différence entre le bail meublé et le bail mobilité, puisque les 2 se louent avec un logement meublé, c'est que le bail meublé a une durée d'1 an ou de 9 mois si on arrive à justifier qu'on est étudiant, alors que le bail mobilité, il faut vraiment justifier d'une situation de mobilité professionnelle. Donc ça marche pour les étudiants, ça marche pour les expatriés, ça marche pour ceux qui ont des missions en tant que stagiaires, en tant qu'alternants ou une mission, Erasmus. Mais en tout cas, c'est pour des locations de courte durée, donc il n'y a pas vraiment d'engagement assez long et on est assez libre de résilier ce type de contrat. Le contrat de location de colocation pour un logement nu, je vous ai juste rappelé le principe et en annexe de ce contrat, vous avez le décret qui fixe la liste des charges récupérables. Vous avez un autre décret qui vous fixe la liste des réparations locatives. On se pose toujours la question dans les provisions sur charges qui sont versées par les locataires, ce que ça couvre. C'est le décret ou les décrets, plus précisément, qui vous disent ce que vous pouvez refacturer au locataire ou ce que vous pouvez récupérer. Sachez que la plupart du temps, c'est écrit noir sur blanc. Donc, si ce n'est pas écrit, c'est que vous ne pouvez pas refacturer au locataire, tout simplement. À ces 2 décrets se rajoute la notice légale d'information. Alors, c'est plus une notice pour informer quels sont les recours possibles d'un locataire qui serait en contestation ou en litige avec vous. De façon totalement amiable, il y a la commission de conciliation et puis après, bien sûr, il y a la possibilité de procédure, contentieuse. En tout cas, il a l'intégralité de l'information qui fait partie aussi d'une annexe du bail, sans compter les autres annexes, qui sont liées au diagnostic ou qui sont liées au règlement de copropriété, si c'est un immeuble, soumis au règlement de copropriété et au certificat de surface, de superficie et cetera. Quel diagnostic immobilier à fournir en cas de mise en location? Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, des diagnostics immobiliers. Vous avez le diagnostic performance énergétique. Vous avez tout ce qui est, constat de risque d'exposition au plomb, mais en fonction de la date de construction de votre, immeuble ou de votre résidence ou de votre appartement. L'état d'installation intérieure de l'électricité, si l'installation a plus de 15 ans, y compris pour l'installation du gaz, pareil, si ça a plus de 15 ans. L'état des risques l'état des risques et pollution, donc si le logement est dans une zone concernée par cette situation, et puis le diagnostic bruit, pareil, si vous êtes dans une zone de passage d'avion ou autre.
Pour tout ce qui est des logements loués meublés à usage de résidence principale, ils sont également soumis à la loi du 6 juillet 89 et l'important de retenir au niveau du meublé, c'est le fait qu'il y a un inventaire du mobilier et des équipements. La loi impose un minimum de mobilier et donc c'est la liste que je vous ai mis là, c'est ce qu'impose la loi en termes de literie, en termes de plaques de cuisson, de four, de réfrigérateur, d'ustensiles de cuisine, de table, de siège, etc. Entre le mobilier et l'équipement, il y a un minimum légal ou un minimum imposé par la loi à avoir au niveau de logement meublé. Pour toujours les locations louées meublées, là, je vous ai précisé, c'est loué meublé, mais c'est un bail mobilité. Vous avez une précision à indiquer, c'est-à-dire de justifier le statut du locataire ou du candidat à la location qui justifie qu'il a signé un bail mobilité. Donc, on précise le motif pour être sûr qu'il soit éligible, sinon il y a un risque de requalification du bail en bail meublé. Comment faire pour gagner du temps? C'est avoir un unique interlocuteur privilégié et c'est ce à quoi sert un gestionnaire locatif. Le gestionnaire locatif, en dehors du fait qu'il vous soulage de votre charge mentale, il vous fait gagner du temps. Ça vous permet d'avancer sur d'autres sujets alors que quelqu'un d'autre agit pour votre compte et en votre nom. Donc, vous avez un interlocuteur unique pour plus de simplicité. Alors, chez OneGest, l'interlocuteur unique suit les relations avec le locataire, les relations avec les fournisseurs, les relations avec le syndic d'immeuble et les relations avec les tiers. Ça peut être l'huissier parce qu'il y a un constat d'état des lieux à faire, comme ça peut être avec l'avocat parce qu'il y a une procédure contentieuse. On s'occupe de tout, y compris du choix du locataire et même de la gestion des imprévus. L'interlocuteur unique permet de gagner du temps. Vous avez un suivi personnalisé et une espèce de réactivité pour la simple et bonne raison que quand vous écrivez, on répond sous 48 heures pour vous apporter le maximum d'informations. Et puis si c'est un dossier qui mérite des recherches ou qu'on se renseigne, on revient vers vous assez rapidement. Nous avons un logiciel de gestion qu'on appelle GERCOP X14. Ça permet aux propriétaires de se connecter directement via un extranet et donc d'avoir l'information. Vous qui êtes à distance, vous pouvez 24 heures sur 24 vous connecter, récupérer les informations liées à la location, entre autres le bail ou les autres documents, les comptes rendus de gestion, les situations comptables. Enfin, vous êtes totalement autonome. Outre le fait de pouvoir demander à votre gestionnaire des documents qui vous manquent, vous êtes autonome et libre de les récupérer directement sur la plateforme. On a un système de mailing ou d'envoi groupé quand on veut écrire à l'ensemble de notre portefeuille client. Donc, par exemple, là, je m'en suis servi parce qu'il fallait envoyer la copie des taxes foncières pour refacturer les ordures ménagères. On a l'automatisation des relances pour les cas d'impayés, mais c'est les mêmes automatisations pour relancer pour l'entretien de la chaudière, quand c'est une chaudière à gaz, pour le ramonage des cheminées. Enfin, c'est la même automatisation de relance qui permet de suivre les documents législatifs que doivent fournir les locataires. On a des alertes ou des notifications des tâches à traiter au niveau de l'équipe et on a une synchronisation en temps réel, c'est-à-dire qu'on peut travailler à plusieurs sur la même plateforme et même de l'extérieur parce que c'est du full web, donc on peut être sur le téléphone ou sur le PC ou sur la tablette. On a accès à notre logiciel pour pouvoir poursuivre le suivi de nos locataires. Donc, c'est un logiciel assez simple d'accès et très ludique. Vous voyez, il y a les appels de loyer, les rejets, les relances, les règlements propriétaires, les comptes rendus de gestion que l'on sort tous les mois. L'unique interlocuteur s'occupe de la facturation, voire de la refacturation et des encaissements. Donc, on fait des quitancements tous les mois et on fait un suivi des encaissements. On refacture les taxes si besoin. On s'occupe des redditions de charges également. Et bien sûr, le décompte lorsque le locataire s'en va par rapport au dépôt de garantie à devoir.
On a un processus assez transparent et efficace parce que dès lors qu'il y a un problème par mail, on met en copie cachée le propriétaire pour qu'il ait le même degré d'information que le locataire quand on lui répond. On diligente assez rapidement un prestataire et on permet au propriétaire de choisir s'il veut des devis comparatifs ou missionner l'entreprise qu'on aura choisie. On suit la réalisation des travaux avant de procéder au paiement du fournisseur. On suit également tout ce qui est travaux et sinistres, donc déclaration des sinistres dégâts des eaux, mais également, le suivi des travaux s'il y a un budget prévisionnel et puis également le paiement des fournisseurs, ce que j'ai dit tout à l'heure. On visite le bien sur site, on fait une note d'information locataire quand ça concerne l'ensemble des locataires et puis on s'assure surtout qu'ils respectent le règlement intérieur, a fortiori quand on est en copropriété. On vérifie toutes les obligations annuelles, donc y compris la souscription des assurances. Pour le propriétaire, on parle d'assurance propriétaire non occupant, piano, mais pour les locataires, on parle d'assurance locative. Pour tout ce qui est contrat d'entretien annuel de la chaudière, des ramonages cheminée, et cetera. On rend des comptes aux propriétaires tous les mois ou voire tous les trimestres en fonction de la facturation du locataire, mais en tout cas, vous recevez par mail un compte rendu de gestion et le compte rendu de gestion fait un récapitulatif de l'ensemble des sommes facturées aux locataires et de l'ensemble des sommes reversées aux propriétaires, déduction faite de nos honoraires de gestion ou des factures que l'on aura payées. Alors, si on a payé la copropriété, par exemple, un appel de fonds, ben, ce sera marqué sur le compte rendu de gestion. Si on a payé une intervention du plombier, ce sera marqué également sur le compte rendu de gestion. Rendre des comptes, c'est encaisser, mais justifier du décaissement aussi des sommes et du différentiel qui est reversé au propriétaire. Comment rester informé de la situation locative? Bah, c'est très simple puisque je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait un extranet qui vous permettait de suivre comment ça se passait, votre location. Mais en tout cas, vous avez une information continue, même des échanges mails, que ce soit avec les fournisseurs, le syndic ou le locataire. Vous êtes en copie cachée de l'intégralité des interactions qu'on peut avoir avec les autres. On a l'extranet et la data room accessible 24 heures sur 24. Vous pouvez échanger avec votre gestionnaire par mail, donc on revient vers vous assez rapidement et on anticipe également la déclaration des revenus fonciers, c'est-à-dire qu'on fait un état préparatoire à la déclaration des revenus fonciers. On a un mailing que l'on voit à l'ensemble de notre portefeuille pour qu'il fournisse les 4 appels de fonds de l'année, qu'il fournisse les régularisations de charges, qu'il fournisse la copie de la taxe foncière ainsi que de l'assurance. Ils fournissent également, les propriétaires, les factures qu'ils ont payées directement, mais qui sont en lien avec la location. Et nous, on fournit un état préparatoire à la déclaration qui donne un revenu net. À vous de déduire les intérêts liés à votre emprunt bancaire si c'est en cours ou à vous de déduire vos amortissements de mobilier ou autres. L'objectif de tout ça, c'est d'avoir une gestion de biens personnalisée à la carte. Nous signons avec les propriétaires un contrat de mandat de gérance. Le contrat, il liste l'ensemble de nos tâches. Lorsqu'un propriétaire veut conserver directement le fait de missionner une entreprise, c'est possible. S'il veut percevoir directement les loyers et nous payer à part les honoraires de gestion, c'est possible. S'il veut recevoir un acompte par rapport au versement de loyer et le solde en fin de mois, tout est possible. Nous faisons vraiment une gestion personnalisée à la carte en fonction de la demande de chacun des propriétaires. Notre tarification va de 5,42% à 7,02. On a une grille tarifaire qui explique l'ensemble de nos tâches, d'où l'écart entre 5,42 et 7,02. Nous percevons sur les encaissements et j'insiste bien sur le fait que nous percevons sur les encaissements. Quand le logement est vide, ou si le locataire est en impayé, ça ne nous empêche pas de travailler, mais nous n'avons pas de rémunération en face. Donc, c'est vraiment un contrat gagnant-gagnant, dans le sens où si vous ne gagnez pas de l'argent, nous non plus. Par contre, si le locataire est en place, à ce moment-là, on perçoit le pourcentage sur les loyers, les charges, et uniquement sur le dépôt de garantie est conservé. Et au niveau de notre tarification, se rajoutent des frais supplémentaires, mais liés plus à la déclaration des revenus fonciers, au suivi des travaux en fonction du montant des travaux, à la transmission du dossier au commissaire de justice s'il est en impayé parce qu'il y a un suivi du dossier contentieux, et puis aux frais de vacation si on doit vous représenter pour aller par exemple à une assemblée des copropriétaires.
Merci de votre attention. Je vais pouvoir, lire les questions dans le chat. J'espère que vous avez apprécié cette, présentation, que vous comprenez un peu mieux le métier de gestionnaire locatif. Je sais qu'il y a des confusions des fois avec la conciergerie, donc nous n'avons pas, cette casquette, nous n'assurons pas ce métier. Nous sommes que gestionnaires locatifs. Alors, je vois les questions dans le chat. Il y a quelqu'un qui me demande, c'est quoi la différence entre la garantie Visale et l'assurance GLI? On va dire que l'assurance GLI, donc l'assurance garantie loyer impayé, est une assurance privée. Donc, c'est un coût, c'est le propriétaire qui choisit de payer un assureur pour se prémunir des problèmes d'impayés et de dégradation immobilière. Alors que la garantie Visale, comme c'est une garantie mise en place par l'État, ben, il faut déjà que le locataire soit éligible à ce type de garantie et vous, en tant que propriétaire, ça ne vous coûte rien. Ça veut dire que cette garantie mise en place par l'État n'est réservée qu'à certains types de locataires. Donc, il y a une moyenne d'âge à avoir et puis il y a une situation de ressources à justifier également pour pouvoir en bénéficier. Donc, tout le monde n'est pas éligible à la garantie Visale. Par contre, quand vous payez une assurance GLI, l'assureur ne prend en charge ou ne garantit que ceux qui ont des bons dossiers, c'est-à-dire dont les ressources correspondent à 2,7 fois le montant du loyer. Voilà, s'ils n'ont pas les ressources suffisantes, ben, l'assureur n'intervient pas à ce niveau-là. Alors, j'ai une autre question qui me dit: «Comment est-on sûr qu'un garant va payer un loyer impayé? Qu'est-ce qui l'engage?» Alors, il faut se dire que si je choisis un garant personne physique, il y a l'acte de cautionnement qui engage parce que c'est quand même un écrit et donc du coup, on est invité à respecter son engagement. Normalement, c'est bien pour ça qu'il y a une mention manuscrite à reprendre parce qu'on comprenne bien en considération, l'engagement financier, que l'on devra supporter en cas de difficulté. Donc c'est souvent les parents, hein, la plupart du temps, qui se portent garant pour leurs enfants parce qu'ils sont étudiants, parce qu'ils ont des ressources limitées. Qu'est-ce qu'il engage? Ben, le contrat qu'il a signé ou l'acte de cautionnement qu'il a signé, parce qu'au niveau du tribunal, on peut le faire valoir. Ça ne m'est pas encore arrivé d'avoir un garant personne physique en difficulté au niveau de ses ressources pour ne pas payer à la place de son enfant ou du locataire. Souvent, le garant, il doit avoir les revenus suffisants, sinon il ne peut pas être caution personne physique. Ou souvent, ce sont les deux parents qui se portent garant pour leur enfant. Voilà, il faut qu'il y ait les revenus suffisants en cas de difficulté de paiement, mais en général, les cautions personnes physiques respectent leur engagement écrit et donc du coup, ils reçoivent naturellement les relances et ils procèdent au paiement si besoin. Alors, je descends. On m'a dit, bonjour madame, vous proposez vos services uniquement sur Paris? Non, on intervient au national, y compris pour les résidences. Par contre, nous avons des partenaires de proximité pour tout ce qui est visite, mise en location et état des lieux, bien évidemment, au suivi de sinistres dégâts des eaux. Voilà, on a des partenaires agents immobiliers qui travaillent avec nous pour intervenir au national. Donc, pas que sur Paris. Alors, je descends. Alors, je ne sais pas comment je vais faire pour accéder. Ah oui, c'est bon, j'ai vu le curseur. Je vais essayer de descendre les autres questions. Hop. Alors, j'ai une autre question. Quels sont les critères pour le locataire pour être éligible à la GLI? La garantie loyer impayé, je vous ai dit, c'est vraiment avoir les ressources suffisantes. C'est 2,7 fois le montant du loyer et des charges. Il faut additionner les deux pour être éligible à l'assurance GLI. Vous m'avez mis: le prix du loyer est-il augmenté chaque fin de bail ou le loyer peut-il augmenter chaque année pour un logement nu, longue durée, habitation principale? Il faut savoir qu'en matière d'habitation, les loyers sont indexés chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers, l'IRL. Et donc, l'INSEE publie
l'indice de révision et ça s'applique naturellement. Après, nous, au niveau de l'agence, on envoie un courrier de notification au locataire pour lui dire quel a été l'indice et comment c'est calculé pour justifier son augmentation chaque année. Et donc, c'est chaque année à la date anniversaire du bail ou à la date d'entrée dans les lieux du locataire. Mimi, bonsoir. Cette solution est-elle aussi valable lorsqu'on habite en permanence à l'étranger et que la location est en France? Par exemple, succession. Oui, nous pouvons également intervenir si vous êtes à l'étranger et dans le cadre d'une succession également, ou même dans le cadre d'une indivision, nous sommes à même d'assurer la gestion du bien. Êtes-vous présent uniquement sur Paris? Ben oui, j'y ai répondu. On intervient également au national. Bonjour, quelles sont les conséquences d'une éventuelle requalification du bail mobilité en bail meublé? La requalification va juste se faire en termes de durée du bail, tout simplement. Si c'est un bail mobilité, vous pouvez le signer pour 4 mois ou 6 mois, alors que si c'est un bail meublé, ce sera d'une durée d'1 an, sauf s'il s'agit d'un étudiant pour avoir une durée de 9 mois. Donc, c'est le seul risque que vous avez en face. Pourquoi les garanties genre GarantMe et Visal ne sont pas acceptées? Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par les garanties ne sont pas acceptées. GarantMe, c'est une solution de garantie privée, donc c'est un coût, comme l'assurance GLI. Et la Visa, je vous ai dit que c'était une garantie mise en place par l'État. Donc, seuls ceux qui remplissent les critères d'éligibilité peuvent y prétendre au niveau des locataires. Ce n'est pas le bailleur qui choisit de mettre en place ou pas la garantie Visa. Quelle différence entre la déclaration au réel et microfoncier? Alors, je ne sais pas cette personne. Ah oui, Madame Catherine, là. Je vais devoir revenir vers vous individuellement parce que c'est assez particulier quand on loue nu par rapport à quand on loue meublé. Et il y a des seuils et des montants de revenus qui permettent soit de déclarer au réel ou soit de déclarer ses revenus en système de microfoncier. Donc ça, je serai obligée de revenir vers vous par mail pour vous donner les précisions. Après, vous m'avez mis « Envoyez-vous la présentation ». Alors, il faut savoir qu'elle est enregistrée, la présentation. Donc, je ne sais pas si l'UFE va vous faire parvenir également le support, mais en tout cas, vous aurez le replay. Donc, pour le support, je ne sais pas. Donc, j'ai eu un merci. Moi aussi, je vous remercie de votre participation. Merci beaucoup pour vos informations. J'ai un gestionnaire locatif qui est malheureusement très peu réactif et une locataire qui ne paye que très irrégulièrement. La mise en place de la GLI a pris des mois. Est-il possible de changer de gestionnaire dans cette situation ou faut-il que je règle le problème auparavant? Alors oui, il est possible de changer de gestionnaire. Nous, on a l'habitude de récupérer des propriétaires qui ont des difficultés avec leur gestionnaire. Il y a quand même un préavis de 3 mois à respecter. Donc, il faudra que si vous le souhaitez, que je prenne connaissance de votre mandat de gérance actuellement en cours et de voir quelles sont les modalités pour dénoncer le mandat de gérance et vous permettre de changer de gestionnaire. Pour la locataire qui ne paye pas, il faut savoir qu'on peut toujours mettre en place l'assurance GLI, mais attendre au moins qu'il y ait 6 mois où il y a 0 défaut de paiement avant de pouvoir la mettre en place, en fait. Après, merci pour cette présentation. Très intéressante. Merci à vous. Merci, c'est gentil. Quels sont les critères pour la GLIB? On l'a vu, c'est surtout les critères de ressources. Bonsoir, y a-t-il une limite de durée pour la garantie Visal? Renouvelable combien de fois? Merci. Les garanties Visal couvrent la durée de la location, c'est-à-dire que si vous avez signé pour 3 ans, la garantie Visal sera valable 3 ans et si c'est reconduit, la garantie Visal se renouvelle également pour 3 ans, tout simplement. Est-ce que vous pouvez desservir clients non français? Oui, parce que si les clients ont des biens en France, oui, mais par contre, si vos biens sont localisés à l'étranger, non. On a eu des sollicitations pour le Maroc et la Tunisie, non, on ne gère pas des biens là-bas. On est vraiment sur le territoire national français.
Les critères de la GLI, on en a parlé. À combien se monte le montant de vos honoraires? Ah bah, je reprends, le notre tarification va de 5,42 à 7,02 En fait, c'est sur l'ensemble des encaissements. Donc après, moi, je pourrais vous faire parvenir, notre grille, tarifaire, que vous voyez quelles tâches que vous souhaitez conserver, ou si vous nous confiez la totalité, bah, ce sera le maximum, 7,02. Si le garant personne physique est domicilié à l'étranger, y a-t-il des formalités supplémentaires? Alors là, c'est une très bonne question. Normalement, ce sont les mêmes pièces. Ce qui importe vraiment, c'est que le garant personne physique soit résident fiscal en métropole. Donc c'est surtout ça, parce que si on part en procédure de recouvrement, ben, j'aurais peut-être des difficultés à ce qu'il perçoive ses revenus à l'étranger, tout simplement. Donc voilà, donc à vérifier ça. Est-ce que vous occupez de rechercher des locataires? Alors nous, au niveau de l'agence, on a fait le choix d'assurer que la gestion locative, mais par contre, on a des partenaires immobiliers qui assurent pour nous, tout ce qui est annonce, visite et donc recherche de locataires. Par contre, la vérification du dossier du locataire, à savoir s'il est complet et s'il est solvable, ça relève de chez nous, et nous assurons aussi la rédaction du bail. Conditions visales pour qu'un locataire soit éligible, âge, ressources. Bah, je pourrais vous envoyer le lien du gouvernement, enfin de l'État, voilà, du gouvernement pour les conditions visales, parce que sur leur site, ce sera encore mieux expliqué que ce que je pourrais vous apporter comme information. Je continue. Bonjour madame, quels sont les avantages de OneGest versus une agence immobilière classique? Alors, l'avantage que je mettrais en avant, c'est que je pense que je pratique ce métier depuis très longtemps, puisque j'ai commencé par de l'administration de biens à la sortie de l'école. Donc, ça a été vraiment mon premier travail, puisque je gérais du résidentiel avec des murs de boutique en pied d'immeuble à Paris 18e. Et la différence versus une agence assez classique, je dirais qu'on fait le même métier, sauf que moi, de par mon parcours professionnel, je suis juriste au niveau de ma formation. Donc, je suis très, très à cheval sur le recouvrement et les problèmes d'impayés, parce que plus tôt on anticipe et on met en place un échéancier et on offre des solutions de paiement aux locataires, plus on évite les soucis d'impayés, voire même de dégradation du bien à la sortie du locataire. Comment trouver des locataires potentiels de bail mobilité? Bah ça, il y a des annonces tout simplement particulières où on précise qu'on souhaite un stagiaire ou quelqu'un qui a une mission, professionnelle de courte durée. Enfin, on s'assure qu'il ait une attestation de son employeur ou autre et qu'il soit éligible à ce type de bail. Donc via l'annonce, immobilière, et il y a des sites dédiés aussi pour s'adresser aux étudiants. Pour quelqu'un qui part pour 1 an, par exemple, est-ce simple de trouver un locataire dans une grande ville, par exemple? Oui, les baux d'une durée d'1 an, oui, si c'est du meublé, ça se trouve assez facilement. Ce sera plus gênant quand ce sera une location nue de louer qu'1 année. Voilà. Comment vous contrôlez le locataire s'il respecte bien le règlement intérieur? Vous vous renseignez sur d'éventuelles plaintes? Alors, il faut savoir que le règlement intérieur, et notamment de l'immeuble, quand on est en copropriété, est annexé au bail. Après, quand il y a des notes d'information du syndic, ben, on remonte l'information auprès des locataires, et s'il y a des voisins qui se plaignent de nuisances sonores ou autres, ben, on rappelle à l'ordre le locataire, tout simplement, en lui remettant les mentions de son bail et en lui demandant de cesser ses agissements. Si vraiment il obtempère pas, on est obligé de passer par un constat d'huissier ou de commissaire de justice, et après de demander ou de le menacer de la résiliation de son contrat de location. Voilà. Je n'ai jamais eu le cas de figure pour aller jusque-là. En général, un rappel à l'ordre suffit. Pour qu'un bail mobilité, qu'entendez-vous par expatrié? Est-ce que cela peut être des personnes habitant dans un pays X et s'installant en France? Oui, ça l'expatrié, ça peut être effectivement des gens, de je sais pas moi, de l'Asie par exemple, et qui viennent, s'installer le temps de leurs études ou le temps d'une formation ou le temps d'une mission, professionnelle, ils ont eu une mutation par leur service, bah, du coup, ils viennent pour un laps de temps très court, c'est ça le bail mobilité, c'est quand on va signer un bail de 4 mois, de 6 mois, d'1 an, mais c'est lié vraiment à
j'allais dire, un lien professionnel lié à son travail, voilà. Il y a une mission particulière. Après, vous m'avez mis, j'aimerais aussi savoir les informations réelles microfoncier. Bah, vous aussi, je pense que je vais récupérer votre contact pour vous faire une réponse écrite. Un grand merci pour ces informations. Bonsoir, excellente formation. Merci infiniment, mais merci à vous, hein. Merci pour ces informations intéressantes. Vous m'avez mis: «Quel est le taux d'imposition sur le bien loué en France?» Bah, c'est pareil, je reviendrai vers vous par écrit. Là, vous me posez une colle. Je n'en sais rien parce que tout dépend, vos revenus à vous, donc voilà, je ne pourrais pas vous dire le taux d'imposition. Certainement vous donner une fourchette, d'ordre général du service des impôts. Ouais, je vous mettrai un lien s'il vous faut. Si vos partenaires immobiliers trouvent un locataire, le bailleur doit sans doute payer un peu plus que 5 ou 7 Alors, il faut juste savoir que les honoraires que je vous ai affichés sont des honoraires de gestion. Après, se rajoutent des honoraires de location et les honoraires de location sont plafonnés en France, hein. Donc, si on est sur Paris, par exemple, vous avez 12 € par mètre carré et plus 3 € par mètre carré qui se rajoutent pour l'état des lieux. Alors, vous n'avez pas payé plus parce que je passe par un partenaire immobilier. Vous avez juste à payer le prix normal de la location et il y a une rétrocession ou un partage entre partenaires immobiliers tout simplement. Donc, c'est totalement transparent et c'est le même coût pour le propriétaire de passer par moi ou de passer par une autre agence. Ça, c'est le même coût de la location classique. Donc, j'y dois. Bonsoir madame, merci. Vous est-il arrivé d'avoir affaire à des squatteurs entre 2 locations? Alors là, non, c'est ma phobie d'ailleurs. Donc je fais attention à ça, mais non, pour l'instant, je vais toucher du bois, je n'ai pas eu encore ce souci de squatteur à gérer. Je pense qu'il faut juste faire attention, quand on loue ou quand on reloue, à pas préciser sur l'annonce, l'adresse exacte du bien. On fait attention à ce genre de choses. Est-ce que l'optimisation des loyers est prévue dans vos services? Alors moi, je n'interviens pas en optimisation des loyers. Par contre, dans le cadre d'un renouvellement, de bail, je peux vous dire s'il y a lieu d'augmenter ou pas le loyer, du locataire, parce que si dans la zone établie ou pour l'équipement que vous lui offrez, c'est plus intéressant, je peux vous faire un retour là-dessus, mais vraiment, à la carte, au cas par cas, on va dire. Mais, ça fait pas partie de nos services classiques. J'ai beaucoup de merci. Merci à vous également. Merci beaucoup madame Miel. Je veux bien être contactée concernant le micro-foncier en meublé. Oui, et bah, également, je reviendrai vers vous. Est-ce que les honoraires de gestion sont déductibles des impôts? Très bonne question. Oui, les honoraires de location, les honoraires de gestion, les honoraires, enfin les frais d'assurance, GLI que vous allez payer, sont déductibles de vos revenus fonciers et donc déductibles de votre impôt sur le revenu, à terme. Voilà. Moi aussi, je veux bien, des informations quant au taux d'impôt sur les revenus locatifs, ainsi que la différence entre régime fiscal réel et simplifié. Oui, avec plaisir. Bonsoir, que dois-je déclarer aux services fiscaux de mon pays expat, Allemagne en l'occurrence? En principe, je paye aux services fiscaux français, ils les informent leurs collègues: «Non, merci». Alors là, c'est un peu plus, subtil pour moi. Il faudra que je me renseigne, avec un avocat fiscaliste parce qu'entre les 2 pays, en termes de fiscalité, je ne sais pas comment ils s'en arrangent au niveau de vos revenus, fonciers. Donc voilà, donc je reviendrai également, vers vous. Alors normalement, j'ai lu l'intégralité des questions. Alors, il faut savoir qu'on va me transmettre, vos coordonnées pour me permettre, pour ceux qui m'ont interrogé pour la partie fiscale, c'est-à-dire, l'imposition réelle, simplifiée ou microfoncier ou déduction ou autre, bah, je reviendrai, vers vous, par mail pour vous renseigner, là-dessus. Et puis pour ceux, qui veulent mon contact pour éventuellement, se renseigner sur la possibilité de se faire gérer par notre agence, bah, vous avez nos coordonnées, voilà, qui sont diffusées là, au niveau de l'adresse mail, au niveau du téléphone, au niveau du site. On est partenaire de l'UFE, on est très content, de pouvoir intervenir, sur le sujet, de cette mise en valeur. Merci de votre participation. Merci beaucoup et puis, bah, je vous dis, au plaisir d'interagir avec vous par mail. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup.